À Salonique, en la fin du XIXe siècle, on parle judéo-espagnol dans la rue. Les bateaux du port ne sont pas déchargés le samedi, puisque le samedi est le jour férié pour les juifs. Les trains ne circulent pas le samedi et les dockers du port sont tous juifs. Et c'est Abraham Ben Arroya qui fondera le parti socialiste grec et qui est judéo-espagnol et à la tête du puissant syndicat des dockers. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'étrange. C'est cet espagnol qui est parlé dans cet empire ottoman. Alors, pour vous donner une petite idée, lorsque je suis arrivée dans les années 74, le 31 décembre 1974 à Istanbul, j'étais reçue dans une maison d'un quartier bourgeois d'Istanbul, et je suis entrée dans un appartement assez sombre, sur des tapis, où une dame que j'ai trouvée très grande, mais qui mesurait en fait, après vérification, 1,56 m, était habillée somptueusement, parée de tous ses bijoux, parce qu'elle recevait 5 ans après 5 ans d'exil, son fils qui rentrait en Turquie. Elle était impérieuse, impériale, assise, et lorsque elle s'est mise à parler, les larmes me sont montées aux yeux. J'étais hispaniste de formation, j'avais étudié l'espagnol classique, comme toute bonne philologue espagnole, et là, quelqu'un, sorti de très loin, sorti d'un livre de Sainte Thérèse d'Avila, me parlait dans une langue morte, dans une langue étrange et disparue. Pendant 500 ans, le judéo-espagnol a continué d'exister dans l'Empire ottoman, surtout dans ces villes-là, pendant 500 ans. Il n'a pas posé les pieds par terre. Et de manière totalement ignorée. Alors à la fin du XIXe siècle, le sénateur Ángel Pulido a rencontré sur le Danube, là, par là, à la frontière de la Bulgarie et de la Roumanie et de Vienne, en Autriche, et de Belgrade, où il y avait aussi beaucoup de judéo-espagnols, des gens sur un bateau qui ont fait la même constatation que moi, qui parlaient ce judéo-espagnol extrêmement ancien, et ils ont engagé les libéraux espagnols de la fin du XIXe siècle dans une bagarre pour récupérer les liens avec cette partie perdue de l'Espagne. L'émigration, alors malheureusement sur le sort de ces communautés, cette ville où il y avait plus de 15 journaux en judéo-espagnol qui paraissaient, où l'on parlait judéo-espagnol dans la rue, où tout se disait et se faisait en judéo-espagnol, toute cette communauté a malheureusement été entièrement détruite durant la Shoah, la Deuxième Guerre mondiale, comme la plupart des communautés des Balkans, excepté celle de Turquie. Et notamment ceux d'entre eux qui avaient émigré d'Istanbul vers la France et qui étaient à Lyon, Marseille, Lyon et Paris. Il faut savoir qu'il y avait une communauté judéo-espagnole à Paris et que même encore dans les années 80-90, on pouvait entendre le judéo-espagnol dans la rue, dans les cafés de la place Voltaire. On appelait ça le Bosphore à la roquette. Je vais vous lire maintenant un tout petit texte qui est de Marcel Cohen et qui s'appelle Letras a un pintor. C'est un livre bilingue qui est écrit par Marcel Cohen, qui est un auteur français qui publie chez Gallimard, qui est très connu.
qui était au Salon du Livre. Oui, non, mais il écrit de la prose poétique, hein, c'est normal que vous ne lisiez pas. Et il est judéo-espagnol, de Grèce. Et il a écrit ce texte pour son ami, le peintre, un peintre que vous connaissez sans doute, qui a illustré son ouvrage, et qui est Saura, Antonio Saura. Et il lui dit, alors le livre est bilingue, mais je trouve que ce texte mérite d'être lu en judéo-espagnol, et j'espère que vous en saisirez au moins le sens ou l'esprit. Antes de escribirte, Antonio, debo cerrar los ojos para acordarme del hablar de mis padres. La dificultad es que muchos verbos me vienen al tino y que no sé cuál decirte con ellos. ¿Qué decirte con la yacá? Esto no me pasa por la yacá, decía mi nona, con la expresión el culo de pipino, que nos saltaba la risa, el hijo de mamzer, con todas las cosas que son cosas de tresalirse. Los verbos tan locos, Antonio, antornan y se fuyen, no hay más que esperar de ellos, no dicen más que la olor, la dulzura lejana de la dondurma, de las kefticas, de los platicos que se guisaban en casa, no dicen más que el gusto y el tormento del pasado, la locura del tiempo. Se van los verbos y lejos de mí se mueren como las nubes del cielo, la lengua maternal. Así se dice de lo que se entendía en casa. En este caso, Antonio, la madre no se muere nunca, siempre se queda fuerte. Puedes hacer el más grande viaje, cuando retornas la topas bien en pies. En ella vive tu pasado, en ella te sientes presente a ti mismo. Las palabras son tu verdadero lugar y tu esperanza. Cale ser loco para pensar que en ellas podrías ser un día el musafir de ti mismo. En el más profundo de ti sabes que las cosas, o al menos el sentido que tienes de las cosas, no se mueren nunca. Ma, cuando se vocea tu lengua, cuando se descae, deshaciéndose en el mabul, cuando debes cerrar los ojos, solico en tu camaretica, y pensar por horas antes que truchir dos biervisicos en la luz, cuando no hay nada que meldar en tu lengua, ninguno dentro tus amigos para hablarla con ti, cuando el poco que te queda no lo vas a dejar a ninguno después de ti, cuando la mujer de tu alma te mira como a un jazino que poco a poco se le fuye el meollo y que cada día te debes olvidar más de ti para hacer bien al lado de ella. Cuando mirando a su querida facha te ves algunos días que te acordas del pasado como un zíngano que no hubiera nunca dormido con ella y que nunca lo podría porque sabes que en aquellos momentos la distancia entre vosotros es tan grande que parece a la mar, ella viendo solamente una particica de ti. Al oro, Antonio, sabes que la muerte habla por tu boca.